80% des immigrants s'en vont à Montréal, travaillent pas, parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise. Pendant l'hiver de 2017, j'ai finalement pu dire à mes parents que j'avais eu de la misère à gérer la pression pour devenir quelqu'un dont ils pouvaient être fiers. J'ai grandi dans une maison qui est assez typiquement asiatique, ce qui voulait dire que les attentes étaient hautes, donc je pouvais pas laisser place à la distraction. Il fallait que je réussisse selon leurs attentes. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'est comme si mes parents se foutaient complètement de comment je me sentais, puis ils priorisaient mon image face au reste de la société. T'sais, ils voulaient me show off. Ils vont te dire qu'ils font ça pour toi, mais ils ne vont jamais avouer qu'il y a un gros élément de ça qui est pour eux aussi. Puis le pire, c'est que c'est pas totalement faux. C'est juste que quand tu comprends les subtilités de ce qui les motive, ça peut faire une grosse différence. What the hell is my boy doing in Vietnam? The war in Vietnam. Vietnam War. The Vietnam War. The Vietnam War. The Vietnam War. Pendant vraiment longtemps, j'en ai voulu à mon père, c'est juste que je sais que mon père, c'est une bonne personne aussi. Donc, j'ai décidé que j'allais me mettre à sa place pour pouvoir comprendre ce qui pouvait possiblement le motiver à nous mettre autant de pression à devenir des gens dont il pouvait être fier. Puis là, je me suis rappelé de son cheminement du Vietnam jusqu'ici, puis ça a cliqué. Ça a cliqué que mon père, en fait, dans la mi-vingtaine, il a grandi au Vietnam, il comprend comment ça fonctionne là-bas, il fait partie d'une communauté, puis il est heureux d'être là. Puis tout d'un coup, il y a la guerre du Vietnam qui arrive, qui détruit tous ses rêves, qui ravage son pays d'origine. Puis tout d'un coup, il est forcé de quitter le pays contre son gré pour s'établir dans une nouvelle place où il parle pas la langue, il a aucun ami, puis il comprend pas comment ça fonctionne. C'est aliénant comme situation, parce que tu travailles un job que t'aimes pas, tu fais pas tant d'argent que ça, t'arrives dans un nouveau pays que tu connais pas, puis tu parles même pas la langue pour essayer de te faire accepter par les locaux. Fait que naturellement, tu perds espoir un peu en tant qu'humain. Je pense que c'est même pas une question d'immigrant ici. Parce que t'es pas en train de vivre en ce moment. Tu survis. Puis là, tout d'un coup, tes enfants y arrivent au monde, puis t'as une lueur d'espoir qui te manquait. Parce que ces enfants-là, ils vont pouvoir valider tout ce que t'as vécu. Puis oui, tu vas les aider à réussir parce que tu les aimes, mais fondamentalement, tu le sais que s'ils réussissent, ça valide aussi tous les traumas que tu as vécu dans le passé. Parce que tu auras vécu tout ça pour pouvoir leur donner une meilleure vie que la tienne. De trouver du meaning. Fait qu'à 25 ans, j'ai décidé de mettre mon ego de côté. Pour le bien de la relation avec mon père, parce que je l'aime trop. Pour que notre relation elle soit négative ou superficielle. Pour mettre un peu de contexte sur c'est qui mon père, c'est mon idole. C'est un modèle d'altruisme. C'est quelqu'un qui donne sans redemander. Puis, en fait, tout le monde sait que c'est une bonne personne. Fait que là, je décide de lui raconter ce que je pense qui est arrivé dans sa vie, ce que je pense que j'ai compris de sa vie. Puis, visiblement choqué, là, mon père, il me regarde puis il me dit « Oui, exactement. » Puis, tu le vois dans ses yeux qu'il est en train de rejouer tous les événements dans sa tête. Il y a un regard qui dit « J'arrive pas à y croire que t'as compris ça. » Vivre ça, ça m'a amené à penser au pourquoi du comment. Puis de ça, en est venu deux conclusions. Premièrement, je pense que les gens qui ont une vue d'ensemble, qui leur permettent de voir les différents points de vue, ils ont une responsabilité de communiquer ça aux autres. Parce que oui, en premier lieu, c'est un problème entre un père et un fils. Mais c'est aussi un problème entre un père immigrant et un fils qui essaie de naviguer ce qu'on lui apprend à la maison, puis ce que la société québécoise lui apprend à l'école. Pour ceux qui sont dans la même situation que moi, vos parents sont arrivés ici avec une façon de vivre qui est ancrée en eux. Puis, je pense que le gouvernement n'a pas su les guider dans une intégration qui est impliquée. Vous avez eu la chance de bénéficier de deux différentes éducations. Tu sais, personnellement, moi, j'ai grandi dans le système scolaire québécois de la garderie jusqu'à l'université. Puis, ça m'a permis d'apprendre plusieurs points de vue qui font à la personne que je suis en ce moment. Puis, le point important ici, c'est que mes parents, vos parents, ils n'ont pas eu ce privilège-là
Donc, tu sais, ceux qui comprennent pas comment les immigrants vivent des fois, je vous comprends. Parce que moi aussi, j'ai dû clasher avec eux. En tant que quelqu'un qui a grandi avec des valeurs québécoises, puis qui les a intégrées, ben ça a créé des désaccords à la maison. C'est juste que, dans cette situation-là, l'autre, c'était mes parents. On est liés de sang, je les aime à mourir. Donc, j'ai pas eu le choix de les confronter pour qu'on puisse venir à un point commun. Le deuxième point qui m'est venu de cette réflexion-là, c'est que ceux qui sont au pouvoir ont la responsabilité d'agir en tant qu'exemple pour le reste de la société. Je le sais que partout dans le monde, les immigrants sont pas traités de la meilleure façon, puis je sais aussi qu'au Québec, c'est vraiment moins pire. Mais ici, ça reste insidieux, puis ça a des effets qui sont cachés, mais considérables sur la façon dont les immigrants interagissent avec le peuple qui les accueille. La réalité, c'est que c'est le gouvernement en ce moment qui a les ressources pour pouvoir passer un message de manière efficace, puis c'est pour ça que je pense que ça doit partir de là. Mais je nous fais confiance, parce que à chaque fois que je quitte le Québec, je me rends compte d'à quel point on est bien ici. Donc, pourquoi pas devenir un exemple à l'international, comme un endroit qui a été capable d'intégrer les immigrants de façon harmonieuse, puis d'en soutirer le plus de bénéfices possible. D'après moi, l'intégration au Québec est plutôt superficielle. Mes parents sont super reconnaissants des programmes qui ont été mis en place pour les accueillir, mais moi je parle d'une intégration impliquée. Une où les nouveaux arrivants vont pouvoir se sentir bien accueillis, mais aussi qu'ils puissent commencer à développer un sentiment d'appartenance. Pour pouvoir vous illustrer tout ça, j'ai posé quelques questions à mon père pour en apprendre plus sur son expérience. Hey Google, what is my name? Your name is Kung Fu Trong. Oui. C'est assez bon pour les immigrants qui viennent d'arriver ici. Entre autres, le gouvernement lui a évidemment aidé à se trouver une job. Une autre chose que mon père a reçu comme service, c'est qu'on lui a évidemment payé ses cours de français. Puis pendant qu'il prenait ces cours-là, jusqu'à ce qu'il passe, son bus était payé pour qu'il puisse se rendre à ces cours-là. Mon père m'a aussi dit que pendant ses cours de français, il y avait un volet culturel à ça. Puis mon père, il a, entre autres, appris à propos des étiquettes de service aussi au Québec. Il m'a dit que, par exemple, il a appris comment on prend le bus, comment repérer des arrêts. On lui a appris que t'entres par l'avant puis tu sors par l'arrière. Très important, là, on lui a appris à faire la file au Québec aussi. Oui, en 1982, dans ce moment-là, c'est fait tout ce que je veux, même si comme je veux faire n'importe quoi à ça. Ça, honnêtement, ça m'a surpris. Mais quand j'y repense, ça devrait pas être si surprenant que ça parce que mon père il a quand même été capable de s'ouvrir une shop de DVD vietnamien. Puis ça a duré 5 ans, puis on aurait eu beaucoup de beaux souvenirs de famille. Là. Ça dépend, mais ça prend le temps pour habiter dans la société, intégrer dans la société, mais c'est pas tellement facile, mais ça, avec le temps, ça va être beaucoup mieux. Ta réponse à la troisième question, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant, parce que mon père, là, il m'a dit qu'il est arrivé ici avec toutes les meilleures intentions de s'intégrer, mais premièrement, la langue, là, c'est un énorme obstacle, puis deuxièmement, le contexte sociopolitique faisait que, dans le temps, les immigrants n'étaient pas perçus de la même façon que maintenant. C'était très raciste. Je pense que vous pouvez voir dans son témoignage que mon père, il est pas le plus confortable quand ça vient à s'exprimer à propos de ça, mais j'y ai parlé beaucoup, puis je connais mon père, donc si j'avais à synthétiser ça, face aux micro-agressions, puis aux jugements qu'il vivait à chaque jour, mon père il a décidé de se construire un mur pour pouvoir se protéger de ça, puis juste pouvoir passer à travers ses journées. T'sais. C'est aussi pour ça que vous allez voir que des petites communautés immigrantes se forment dans les quartiers de Montréal. Puisqu'ils sont pas capables de retrouver ce sentiment d'appartenance, de connexion, de communauté avec les gens d'ici, ils se forment des mini-communautés entre eux parce que ça reste un besoin primaire. Ça reste un besoin primaire de vouloir connecter avec les gens avec qui tu habites. C'est similaire à croiser des Québécois quand tu pars en voyage. Je le sais que c'est pas tout le temps agréable. Mais quand la province te manque, ça fait du bien de voir des gens du Québec. C'est réconfortant. De l'autre côté, je pense que le Québec aussi avait ses préjugés. Puis je comprends, c'était pas le monde dans lequel on habite
en ce moment, en 2023. Je comprends que le Québec aussi avait un mur pour se protéger de l'inconnu puis de l'incertitude. Avec ce contexte-là, j'aimerais ça qu'on se prête à un exercice. Pensez à un moment dans votre vie où vous avez rencontré quelqu'un de nouveau. Puis là, la race ne joue pas nécessairement un rôle ici. Je sais que moi, dans ces contextes-là, j'ai une certaine façade qui est là. Puis cette façade-là est là pour essayer de soutirer l'information de l'autre personne pour savoir si ça vaut la peine que je me vulnérabilise. J'appelle cette zone-là la zone grise. Salut la gang, je suis en train de finir le montage pour cette vidéo-là. Puis je me rends compte que la partie que vous regardez en ce moment, ça se peut que vous ayez une question parce que vous voyez ce dessin-là puis vous êtes comme « wow », tu sais. Puis je vous confirme que oui, le Musée des Beaux-Arts a demandé que j'expose ça chez eux. Et oui, j'ai dit non. Une zone où les préjugés dominent et laissent très peu d'espace à une connexion réelle. Puis là, fondamentalement, ça mène à un cercle vicieux parce que, premièrement, les Québécois pensent que les immigrants sont bien accueillis. Donc, ils commencent à imposer des attentes que ces immigrants-là apprennent leurs valeurs et les intègrent aussi. Puis là, t'as les immigrants qui, oui, se sentent bien accueillis, mais sont pas capables de développer un sentiment d'appartenance et vivent des micro-agressions à chaque jour. Donc là, les murs se forment de leur bord. Après quoi, t'as les Québécois qui voient que les immigrants ne respectent pas leurs valeurs, ce qui mène à la création de murs de préjugés. Pour ceux qui sont amateurs de la théorie de l'effet papillon, est-ce que vous pouvez voir maintenant comment un événement qui semble insignifiant à tous peut avoir un aussi grand impact? Salut! Je trouvais ça important de remercier ceux qui ont pris le temps d'écouter. Je pense que vous avez remarqué que c'est un sujet qui reste assez personnel, mais j'en ai appris des vraiment belles leçons, puis je suis certain que ça peut en illuminer quelques-uns. Donc, je vous laisse sur une question. Est-ce que vous croyez vraiment que le racisme systémique, ça n'existe pas au Québec? Bonne nuit les truands! Salut, ora, olé, olé. Bonne nuit! Salut, bonne nuit.